je m'appelle Hoda Salibi, je suis journaliste à Courrier International et je suis chef de rubrique Maghreb. Le principe éditorial de Courrier, c'est d'aller chercher des articles dans la presse locale de tous les pays du monde, donc dans aussi la presse locale de l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et pour voir comment cette presse parle de son pays, de ses problèmes, mais aussi le regard qu'elle porte ailleurs. Donc on a aussi à Courrier la rubrique France, et dans les pages France, on est intéressé par exemple de parler de la France vue de Tunisie, vue du Maroc, vue d'Algérie. Donc on arrive à notre thème de ce soir qui est la France vue par les médias maghrébins. Donc il y a le Maghreb vu dans la presse française ou par la France en général, qui est le thème le plus souvent abordé. Et là, avec David, a voulu inverser ou croiser les regards. Et donc on va voir comment ces médias regardent la France, ou bien peut-être parfois ils se contentent de réagir au traitement de l'information concernant leur pays en France. Est-ce qu'il y a une démarche, une initiative dès le départ d'aller voir qu'est-ce qui se passe en France, ou bien on est seulement en mode de réaction à. Donc c'est peut-être les journalistes et écrivains qui sont avec nous, qui vont maintenant nous répondre, nous dire un peu. Alors je vais les présenter, on commence à gauche. Alors on est avec Ibn Kafka, qui est blogueur, journaliste et qui participe au site marocain Mamfakins. On a M. Abdou Semar, qui est du site Algérie Focus et qui est aussi animateur de la page Facebook de Envoyé spécial Algérie. Et pour finir, on a Malik Khadraoui, qui est aussi blogueur, journaliste et qui était rédacteur en chef du site Nawat tunisien. Alors, je donne la parole à Ibn Kafka pour nous dire un peu comment, dans la presse du Maroc, la France est traitée, ou comment la presse du Maroc réagit au traitement de l'information marocaine dans les médias français. Oui, bonsoir tout le monde. Bon, alors, sur la question, c'est assez... peut-être faire un petit retour en arrière et voir comment c'était il y a peut-être une vingtaine d'années, où les médias étaient très limités. Il y avait la presse écrite, il y avait la presse audiovisuelle, assez peu de chaînes, pas beaucoup de satellites, assez peu de chaînes satellitaires. Et le rapport au Maroc vis-à-vis de l'information sur le Maroc, c'était souvent via la presse française consacrée, établie, Le Monde, Nouvel Obs, au hasard des articles qu'ils faisaient sur le Maroc. Ça avait un écho au Maroc. Mais avec le développement à la fois interne au Maroc d'une presse indépendante qui a commencé à faire des enquêtes en français mais aussi en arabe, et surtout récemment, depuis une dizaine d'années, avec Internet, les blogs, les réseaux sociaux, la préoccupation de que va penser le monde de ce qui se passe au Maroc est moindre. Elle existe sans doute toujours, disons, dans les milieux du pouvoir, c'est lié à la perception et au prestige international du pays, etc. Mais je crois que chez les Marocains, maintenant, il y a le rapport de dépendance par rapport aux médias établis français. Je crois qu'il est assez largement dépassé, du moins, en tout cas si on descend dans les âges et dans les générations. Aujourd'hui, déjà, je crois que l'information sur le Maroc, la meilleure information, on la trouve désormais dans des médias marocains, sur des sites d'information marocains, ou même des blogs, des réseaux sociaux. On trouvera des vidéos sur des scènes de violence policière. Il y a eu des épisodes comme le sniper de Targhist qui filmait des scènes de corruption. Toutes sortes de choses, bien sûr, qu'on ne trouvera jamais dans la presse française. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas parlé dans le micro. Donc il y a aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la question, oui, comment est-ce que la France parle de nous, qu'elle soit peut-être aussi vivement ressentie. Alors bien sûr, il y a toute la couverture des questions liées à l'islam. C'est vrai qu'en France, ça pose un certain problème à la presse française, et ça a un écho
enfin, c'est quelque chose qui est perçu aujourd'hui beaucoup plus vivement au Maroc peut-être qu'avant, notamment par la possibilité d'avoir accès à des sites comment dire, alternatifs. Il y a plein de sites enfin, soit communautaires, il y a bladi.com, il y en a qui sont basés en France, ouma.com, il y a des canaux YouTube, il y a des pages Facebook. Ce qui fait que l'information maintenant que les Marocains ont sur la France et sur la perception que la France a sur le Maroc a beaucoup changé. C'est beaucoup moins focalisé sur la, comment dire, les perceptions, disons, de l'élite médiatique ou autre. Ça embrasse un champ un champ de vision plus large. On se focalisera, par exemple, et puis aussi qui ne touche pas seulement les médias établis, mais aussi l'audiovisuel, comme vous le savez sans doute, dans les pays du Maghreb, sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est surtout les clips, les séquences vidéo qui sont très populaires. Il y a des vidéos sur YouTube proprement marocaines qui ont des centaines de milliers de vues, voire des millions. Et là, les extraits d'émissions télé françaises, c'est peut-être ce qui est le plus directement perçu. Et d'autre part aussi, alors, pour ce qui est comment est-ce que le Maroc perçoit la France, là, il y a un déséquilibre assez grand, même s'il tend à disparaître, parce qu'il faut dire que de l'autre côté aussi, on s'intéresse plus autant au Maghreb qu'il y a peut-être 15 ou 20 ans. Il n'y a plus, c'est une perception que j'ai, il n'y a plus la même couverture régulière des événements politiques au Maghreb dans la presse française qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans. C'est très focalisé sur certaines questions. L'islam, l'islamisme, le terrorisme. C'est beaucoup moins... la qualité est moindre. Et dans la presse marocaine, faute de moyens, on reprend des dépêches de presse, on commente peut-être des événements, des articles, mais il y a très peu d'articles comment dire, de fond sur l'actualité française et comment elle peut toucher les Marocains, par exemple. Il y a assez peu de reportages sur comment est-ce que les Marocains de France, quelle est leur situation, tel problème qu'ils pourraient avoir vis-à-vis de l'administration. Il y a assez peu de... Il y a très peu de choses là-dessus dans la presse marocaine. À quelques exceptions, il y a des sites d'information comme yabladi.com qui visent spécialement la diaspora marocaine et qui couvrent pas mal ce genre de questions. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sur une vingtaine d'années, qu'il y a une certaine distanciation. C'est une impression que j'ai des Marocains vis-à-vis de la presse, l'importance qu'ils accordent à la couverture du Maroc par la presse française, et puis aussi une certaine distanciation dans le regard que les Français ont sur le Maroc et le Maghreb. On s'y intéresse peut-être plus autant qu'avant. Avant, il y avait un engagement, disons, militant sur certaines causes, une certaine solidarité progressiste, c'est plus trop le cas. Il y a peut-être aussi une focalisation excessive sur tout ce qui touche à l'islam et au terrorisme. De ma lecture aussi de la presse maghrébine, puisque c'est ce que je fais régulièrement, il n'y a pas beaucoup d'articles qui traitent de la France, ça c'est vrai. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la distanciation, comme vous dites, ou bien si c'est pas... en fait, la France aussi ne dit pas grand-chose sur le Maroc. C'est ça. Voilà. Donc, pas autant qu'avant. Voilà. Maintenant, le Maroc, c'est le voile, les islamistes, les terroristes. Oui, donc c'est le monde arabe dans son ensemble. Ce n'est plus le Maroc... Ou la Tunisie. Moi, j'ai été choqué de voir, par exemple, que sur la... si dans 20 ans, un historien va se fier aux archives de la presse quotidienne ou hebdomadaire française pour essayer de comprendre les événements en Tunisie, il va lire beaucoup de choses sur une femme qui s'appelait Amina. Oui. Mais sur disons, le processus politique, les protestations populaires qui ont continué depuis 2-3 ans dans les mêmes régions que celles qui ont donné naissance à la Révolution, pas grand-chose. Donc par exemple, quand la Amina tunisienne, la Amina Femen,
On en a beaucoup entendu parler d'elle en France. Par contre, la Amina marocaine, je ne sais pas si vous savez de qui je parle là, on devrait peut-être le préciser. C'est une jeune fille qui a été obligée d'épouser son violeur et qui s'est suicidée au bout de 2 mois, je crois, voilà. Donc la presse maghrébine a beaucoup parlé, il y a eu des manifestations dans la rue, il y a eu même la loi à un moment, il y a eu un changement. La loi a été abrogée. Voilà. L'article qui permettait ce genre de choses a été abrogé voilà. Il y a quelques jours. Oui. Donc, mais même dès le début, il y a eu beaucoup, il y a eu une modification de la loi et là maintenant il a été abrogé. La France, comme vous savez, a toujours eu un rapport très particulier avec la dictature tunisienne. On se rappelle tous des premiers des droits de l'homme qui étaient de manger, d'être soigné de Chirac, de la fameuse phrase vous avez les bras, nous on a les compétences de Sarkozy en Tunisie. Sarkozy qui avait fait une conférence le jour où il a prononcé cette fameuse phrase, il était dans une faculté dans une école d'ingénieurs et ce jour-là il y a eu une instruction pour que les filles voilées ne rentrent pas à l'école. Ces services étaient bien d'accord, étaient bien au courant puisqu'ils étaient devant la porte et voyaient la police tunisienne qui renvoyait les filles voilées pour qu'elles puissent pas assister à cette conférence. Et bien sûr, toutes ces choses-là, bon, la presse, elle n'est pas exactement sur la même lignée que le pouvoir, heureusement. Donc ça, c'était la première étape où on avait besoin de cette presse française pour des fois s'exprimer, et on entendait un petit peu qu'elle couvrait, et la moindre petite phrase sur le régime était reprise, amplifiée, parce que le régime tunisien jouait énormément avec son image, et c'était l'un des piliers d'ailleurs de ce pouvoir, c'était l'image de la Tunisie, et il a dépensé beaucoup d'argent, notamment à travers l'agence de communication extérieure qui a invité des journalistes français dans des séjours 5 étoiles dans le sud tunisien contre des reportages plus ou moins conciliants avec le régime. Ça c'était avant. Pendant la Révolution, la presse française a mis beaucoup de temps à réagir sur ce qui se passait en Tunisie. Les premiers reportages sur les événements en Tunisie, on les a vus à peu près fin décembre, début janvier, alors que les rédactions des médias amis, je dirais, Libération, France 2, France 3, qui avaient l'habitude de couvrir ça, avaient l'information, recevaient l'information des militants tunisiens qui envoyaient un petit peu des vidéos, des images pour dire voilà ce qui se passe, c'est très grave et c'est sérieux. On a commencé à voir vraiment un réel intérêt au début de janvier, après avec l'opération des Anonymous. Après le réveillon. Après le réveillon, absolument. Et moi je me rappelle des journalistes de LCI qui m'avaient appelé pour me dire écoutez, je rentre de vacances, je comprends rien à ce qui se passe, alors est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe en Tunisie? C'était assez drôle. Et là, un peu, le traitement médiatique des médias français et la position de la France par rapport à la révolution tunisienne a fait que dans l'opinion publique, l'opinion qui découvrait elle aussi, parce que là quand je parlais d'avant Ben Ali, je parlais d'une certaine élite de position, je ne parlais pas de la masse qui elle était, qui s'en foutait un petit peu et était un peu trop gavée par la propagande. Et là, la position de la diplomatie française a rejoint un petit peu ce côté mitigé par rapport à ce qui se passait en Tunisie, et ça a scellé un petit peu les deux milieux dans l'esprit des Tunisiens, entre médias et pouvoir, et les médias français ont été perçus, après la Révolution, comme des médias qui n'étaient pas vraiment très amis avec cette révolution-là, qui n'ont pas aidé cette révolution, comme le pouvoir français ne l'a pas fait. Vous vous rappelez tous des déclarations de Alliot-Marie, des affaires qu'elle faisait en plein milieu de la révolution. Absolument. Et donc, il y a eu une certaine défiance après, et n'importe quel article qui était écrit sur la Tunisie était commenté, violemment critiqué. Et d'ailleurs, c'est drôle, là j'étais en rendez-vous avec mon ami Pierre Rasky, et on parlait de cette question-là justement, et je lui expliquais que qu'on disait du bien, qu'on disait du mal, qu'on était sceptique, qu'on était optimiste, la réaction était toujours presque la même. Les gens n'étaient pas contents. Là, si vous allez sur Twitter, par exemple, où il y a un peu l'élite médiatique tunisienne qui s'exprime, et vous verrez que
aucune des positions des médias français n'est presque acceptée. C'est-à-dire quand ils étaient heureux, enfin pas heureux, mais en tous les cas assez contents que les élections se passent bien, malgré que les islamistes passent. Il y avait un édito du Monde qui a suscité énormément de polémiques en Tunisie, où le Monde se réjouissait un petit peu de cet islamisme light qui s'accommodait de la démocratie et qui était finalement une bonne chose pour la Tunisie. Ça a été violemment critiqué dans la presse tunisienne, là pour revenir à la presse, et bien sûr dans l'opinion publique, dans les réseaux, qui sont devenus un espace beaucoup plus libre et beaucoup plus ouvert. Après, l'image a petit à petit changé avec le fascisme vert, la vague islamiste, les salafistes, le danger, la femme tunisienne en danger, tous les clichés qu'on peut avoir. Et là, pareil, les réactions étaient très violentes et les médias tunisiens réagissaient très violemment par rapport à ça, avec des éditos, des papiers assez virulents. Et là, on revient de nouveau à un optimisme par rapport à la Constitution, où la presse française est assez optimiste parce qu'il n'y a pas le mot charia dans la Constitution, il y a l'égalité homme-femme, il y a certains aspects qui semblent positifs vus d'ici, alors que les Tunisiens ne sont pas du tout contents de cette Constitution. Ils la trouvent pas assez progressiste, pas assez réellement, ne répondait pas à leurs attentes. Et donc, pareil, la réaction est très violente et ça tourne même à l'hystérie des fois. Je me rappelle, là, il y a quelques jours, on insultait des journalistes français sur Twitter qui écrivaient des papiers assez optimistes. Et ce qui a mené Rue 89 à se demander hier, à travers leurs correspondants en Tunisie, alors est-ce qu'il fallait être optimiste par rapport à cette Constitution on continue à regarder quand même la presse française, il y a toujours une attente, mais la presse française a perdu de son influence parce que, bien sûr, il y a beaucoup de médias nouveaux en Tunisie, les médias sont libres, et c'est vrai qu'aujourd'hui, et arabophones aussi, qui touchent une plus large population, et pour les informations quotidiennes, pour des analyses, pour des enquêtes même, on s'adresse aux médias tunisiens aujourd'hui, malgré leur imperfection, malgré le processus un peu de réforme qui traverse, qui est toujours en cours, mais on regarde moins les médias français. Ça, c'est par rapport à ce qui concerne la Tunisie. Peut-être après, on abordera comment nous, on regarde l'actualité française, peut-être, parce que c'était peut-être le début de la... Est-ce qu'on regarde l'actualité française? Est-ce que les médias, en Tunisie, puisqu'on est en Tunisie, réagissent seulement quand la France parle de la Tunisie, ou est-ce qu'il y a un regard sur l'actualité française? Non, justement, alors, bien sûr, à part la reprise de dépêche, bien sûr, AFP... pardon? France 24 est beaucoup regardée. Oui, mais on regarde France 24 aussi pour avoir des débats qui concernent un peu la Tunisie. Je ne pense pas qu'on regarderait France 24 sur un débat de la politique interne française. Très peu de choses sur la France réellement dans les médias tunisiens. À part quand il y a des lois qui concernent peut-être, par exemple, récemment l'immigration, le droit des étudiants en France, les questions liées justement à ces Dieudonné, voilà, tous ces débats-là qui nous renvoient à nos propres débats actuels aussi, l'islamisme, le progressisme et tout, enfin tous ces débats-là. Très peu donc de contenu créé à partir de la Tunisie pour parler de la France. Très peu de choses aussi faites sur la diaspora ou sur la communauté tunisienne en France, malheureusement d'ailleurs. Très peu d'articles sur les banlieues françaises, sur les succès de l'immigration ou pas, sur l'intégration. On suit très peu la communauté tunisienne en France, on ne fait pas de travail journalistique dessus. Bon, ça peut s'expliquer aussi par le manque de moyens des médias nord-africains en général, tunisiens en particulier, par la difficulté des journalistes tout simplement à venir en France. Je ne pense pas que c'est très facile pour une rédaction d'envoyer un journaliste comme ça couvrir l'actualité. C'est une actualité chaude, lui dit allez prends l'avion et va me couvrir ça. Je pense qu'il lui faut au moins 2 semaines, 3 interventions au niveau du consulat pour pouvoir réellement avoir un visa
et du coup couvrir l'événement. Donc très peu de moyens pour faire des choses sur du long terme, aller dans les banlieues, aller dans les régions, aller comprendre la vie des expatriés ou des émigrés tunisiens ici, et les difficultés de déplacement des journalistes entre les... Il y a une méconnaissance et on reste malheureusement encore une fois dans la réaction par rapport à certains clichés, mais on ne va jamais sur des débats de fond sur ce qui se passe en France. Je voudrais juste signaler que Courrier International s'est intéressé à la révolution tunisienne dès fin décembre. Oui, alors les autres médias. C'est une exception, Courrier International, comme nous a toujours habitués. Oui, merci. Et donc, c'est... Ils n'ont pas attendu le 14 janvier. Non, on n'a pas attendu le 14 janvier. On a réagi avant sur le site de Courrier aussi, parce qu'il n'y a pas que l'hebdomadaire, il y a aussi un Courrier qui réagit au quotidien. Donc, puisque on rend à César ce qui est à César et qu'on dit que le Courrier s'est intéressé, je voudrais aussi signaler que notre principale source, puisqu'on reprend, nous, les articles écrits dans les pays, c'est là que le Courrier International va piocher les infos, notre principale source pendant longtemps, c'était Nawat. Il n'y avait pas d'autres sources indépendantes en Tunisie que le site Nawat, pendant plusieurs mois même, avant qu'il y ait d'autres presses. Bon, maintenant, pour rebondir sur ce que Malik vient de dire, effectivement, on sent qu'il y a comme une sorte de décalage. Vous parliez de défiance ou de perte d'influence. Moi, je dirais plus qu'il y a une sorte de décalage entre la perception des médias français de ce qui se passe en Tunisie, et peut-être ça agace les Tunisiens. Il y a toujours ce décalage le temps. Mais en même temps, par exemple, s'il y a, c'est-à-dire ce qui est repris dans les médias français n'est pas faux non plus. Voilà. Donc maintenant, pourquoi on va mettre la lumière, pourquoi on voit anglais sur un aspect et pas sur un autre, ça c'est effectivement c'est assez discutable. Et l'absence d'une rubrique France dans les médias tunisiens, c'est aussi peut-être la même chose à l'égard d'une rubrique internationale. Peut-être que la Tunisie est très occupée en ce moment par ce qui se passe chez elle, avant d'avoir un regard. En revanche, dans la presse algérienne, on a souvent des rubriques internationales. Il y a même certains quotidiens, comme El Watan, pour ne pas le citer, qui a une rubrique France, carrément. Donc peut-être parmi les trois... Département d'outre-mer, c'est ça? Oui, département d'outre-mer, voilà. Donc parmi les trois pays du Maghreb, c'est peut-être l'Algérie qui s'intéresse le plus à la France. Non? On va donner la parole à Abdou Semad, donc d'Algérie Focus. Voilà. En fait, franchement, pour moi, jeune journaliste algérien, il est très difficile de rester poli pour parler de la relation qu'on entretient avec eux. On va essayer de laisser. Je vais faire un effort surhumain de sublimer mon algérianité colérique pour rester un peu sympathique. Alors d'abord, il est tout à fait normal que nous nous intéressons à la France, parce que quelque part nous entretenons avec elle des relations pas passionnelles, moi je les définirais comme des relations charnelles. C'est que nous sommes physiquement liés à eux, ils sont physiquement liés à nous, et on n'arrive pas à savoir comment on gère ce couple. C'est comme si un couple qu'on s'aime, bien sûr l'homme c'est l'Algérie et la femme c'est la France, et on n'arrive pas à divorcer, et on ne sait pas comment divorcer. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, je pense qu'on a franchi, dans la presse algérienne d'ailleurs en ce moment on se déchaîne contre la France pour la simple raison qu'on a franchi un certain seuil du tolérable. Le seuil du tolérable a été franchi lorsque Hérault est venu en Algérie, il rencontre Bouteflika. Donc sans que personne ne lui demande quelque chose, il fait une conférence de presse où il dit « mais votre président n'est pas très bien, votre président est en bonne santé ». Alors, quand on revoit ce qui s'est passé sur les photos, etc., le monsieur n'arrive même pas à faire bouger sa main, donc on se demande est-ce que ce ne serait pas Hérault qui serait myope, ou est-ce qu'il ne serait pas une moquerie contre notre intelligence. D'abord, personne n'a demandé à Hérault de nous donner des informations sur le bulletin de santé de notre président. Donc cet interventionnisme, cette influence étrangère, beaucoup plus grave, enfin c'est plus grave, nous à la presse algérienne on le dit clairement, il y a un pacte qui a été signé entre l'Élysée et le régime algérien, et ce pacte-là s'est fait au détriment de la jeunesse algérienne.
La France, depuis l'indépendance de notre pays, a toujours choisi le régime au détriment de la jeunesse. Et donc nous, dans la presse algérienne, notamment sur les réseaux sociaux, parce que la presse algérienne classique, aujourd'hui, en dépit de ses 2,5 millions de lecteurs, c'est-à-dire on lit beaucoup plus de journaux en Algérie qu'en Tunisie qu'au Maroc, pour des traditions qui s'expliquent par un contexte historique. Aujourd'hui, nous avons 12 millions d'internautes quand même, c'est-à-dire 10 fois plus. Nous avons 6 millions d'Algériens sur Internet. Nous avons des pure players comme Algérie Focus, TSA ou des mouvements sur Facebook comme Envoyé spécial algérien ou journalistes citoyens algériens qui sont énormément influents et qui, d'ailleurs, l'affaire qui a récente avec la France, l'ouverture du centre culturel français à Tizi Ouzou, qui a été empêché par le régime algérien, c'est nous qui l'avons révélé sur Facebook, après sur Internet. Aujourd'hui, nous faisons un véritable travail pour déconstruire les préjugés qui sont véhiculés par les médias français. La nouvelle jeunesse algérienne, elle n'en peut plus, franchement, elle n'en peut plus de ces préjugés. Un symbole. Vous vous souvenez, en 2010, Libération, pleine Coupe du Monde, il fait un papier sur l'équipe algérienne qui a perdu contre la Slovénie. Dans ce papier-là, dans cet article-là, pour moi, il symbolise l'état de préjugés, enfin, les préjugés c'est des fossoyeurs de l'intelligence, en fait. Dans ce reportage, donc, il compare les Algériens, Saadan, c'est le type algérien qui boit du Hamoud Boualam, etc. Donc un ramassé de préjugés. Dans un journal du prestige de Libération, c'est quand même assez déplorable. 50 ans après l'indépendance, la presse française n'arrive pas à se débarrasser du cliché de cette Algérie, comme quoi en Algérie il y aurait du DLS, une caserne et un pays. Ben non, en Algérie il y a une jeunesse. 75% de la population est jeune, il y a 1 million de naissances chaque année, il y a une véritable dynamisme, une véritable vitalité. Nous avons réinventé le français, nous avons les meilleurs, pratiquement les écrivains francophones les plus connus. Non, je ne dis pas plus. Yasmina Khadra Boualam, ça c'est parmi les écrivains les plus intéressants. C'est que l'apport des Algériens à la culture francophone, elle est là. Mais malheureusement, dans la presse française, quand on parle de l'Algérie, alors quand on parle du Maroc, c'est le Club Med. Club Med, tout le monde peut aller en vacances, porter le maillot de pièces, etc. Mais quand on parle de l'Algérie, c'est les émeutes, c'est les casernes, c'est les géniaux. D'abord, ce n'est pas vrai à 100%, donc ce réductionnisme est devenu complètement insupportable. Deuxièmement, ce qui est encore dangereux, et très dangereux, une presse française dite indépendante et de connivence avec le régime algérien. Je rappelle de fait le fameux publi-reportage à l'heure du cinquantenaire de l'indépendance, que le régime algérien a réussi, via une boîte de communication, à faire diffuser ça sur Le Monde. Mesdames et messieurs, Le Monde, avec son mythique légendaire, nous fait diffuser un public-reportage sur les réalisations du régime algérien. Le même reportage passe sur le Nouvel Observateur. Grande question. Aujourd'hui, cette presse française qui nous donne des leçons de son piédestal, démocratie, je ne sais pas quoi, regardez comment elle se comporte. Première connivence. Deuxième connivence, j'ai l'impression que finalement, il y a un processus. Cette presse française est en train d'aider le régime indirectement en colportant des préjugés insupportables sur les jeunes Algériens. Nous ne sommes pas tous des haragas terroristes, d'abord. Il y a des jeunes Algériens qui sont instruits, qui réussissent beaucoup en France d'ailleurs. Parce que nous, malheureusement, en l'absence d'une presse communautaire développée en France, parce que finalement, qui doit parler de la diaspora maghrébine, ce n'est pas à nous, c'est à la diaspora maghrébine de parler d'elle-même. Je veux dire, moi j'habite Alger. Je n'ai pas à me préoccuper du sort de quelqu'un qui habite Marseille. J'ai mes propres préoccupations. Malheureusement, ici en France, la presse communautaire réduit les Maghrébins, notamment les Algériens, parce que les Algériens ont toujours une particularité, on les réduit à des gens qui ne font que prier. On voit les sites, les Oumma.com, les L15, les CFA News. C'est-à-dire le Maghrébin est le simple musulman. C'est comme si l'Algérien, lorsqu'il se réveille le matin, il cherche qu'à prier, qu'à ne pas manger du cochon. C'est ça sa principale mission. Il n'a ni désir, ni fantasme, ni économie, ni etc. Nous, de notre côté, notamment sur les réseaux sociaux, nous essayons de déconstruire Nous avons de plus en plus de franco-algériens qui reviennent en Algérie. Donc on essaie de faire des portraits, on essaie d'expliquer qu'il y a une jeunesse réellement qui vit, que malgré, dans un régime très fermé, il y a une véritable vitalité sociale. Malheureusement, la presse française n'a pas comme préoccupation de rendre compte de cela. Oui, mais par exemple, dans les médias algériens, par exemple, sur le site Algérie Focus, est-ce qu'il y a des articles qui parlent de la France, ou bien qui commentent ce que... Heureusement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons été parmi peut-être les rares médias maghrébins qui se sont étonnés de la manière dont la justice française a traité l'affaire Dieudonné. C'est qu'il y a un Conseil d'État français qui a annulé une décision de justice d'un tribunal souverain en 2 heures. Ni Bouteflika, ni Ben Ali, ni Moubarak n'ont réussi à faire ça. Nous avons été, d'ailleurs, je trouve déplorable que mes collègues maghrébins ne se sont pas attardés sur ce détail. En 2 heures, ils ont annulé une décision de justice. Nous avons par exemple parlé, nous avons été parmi les premiers à parler des pressions
qu'exercent les autorités françaises aujourd'hui sur les autorités algériennes pour utiliser le gaz de schiste en Algérie. Alors officiellement, le gaz de schiste en France, il est complètement interdit, mais Fabius et François Hollande disent clairement, mes sources sont assez fiables là-dessus, voilà, on soutient le 4e mandat de Bouteflika, mais laissez-nous exploiter les grands gisements de gaz de schiste qui sont chez vous. Mais ils ont signé un accord là. Ils ont signé un accord récemment et qui est dit. Et naturellement, ça n'a pas choqué la presse française, mis à part mais Mélenchon. Personne ne s'en est rendu compte. C'est des informations qui passent. Si la presse française se rendait compte de certains détails, ce serait déjà bien. Donc voilà, je peux citer des exemples, mais naturellement, nous on parle de la France, parce qu'encore une fois, même si on n'aime pas ce pays, même si on l'aime pas, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais l'essentiel c'est de ne pas s'aimer, de ne pas s'aimer. On est obligé de vivre ensemble avec la France, et les Français sont obligés de vivre avec nous, les Algériens. Ce serait bien de tourner la page. Comme pour tourner la page, moi je pense qu'il y a 3 axes. D'abord que la presse française soit courageuse sur le chapitre de l'histoire. Aujourd'hui, on a vu l'affaire Maurice Rodin. Il fallait qu'il y ait un livre qui sorte 50 ans après l'indépendance, de combien d'années pour reconnaître que ce monsieur a été torturé. Parce que c'est pour un seul monsieur, qui s'appelait Maurice Rodin. Pour les milliers et les milliers de morts, je me demande combien d'années il faudra. D'abord, il faudrait un peu de courage de la part de la presse française sur ce chapitre historique. Sur le chapitre économique, je dis, il y a beaucoup d'affaires très bizarres. Une société comme Alstom, bizarrement, elle remporte tous les marchés algériens de réalisation de tramway. Moi, je me pose la question. Tramway est une invention de la part d'Alstom. Il n'y a que Alstom dans l'univers. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Donc, on n'enquête pas cette presse française qui dénonce les scandales, etc. Elle n'enquête pas sur ses propres sociétés qui sont à l'étranger. Et je pense que 3e axe, c'est vraiment important. Il est temps que la presse française comprenne qu'en Algérie, il y a une jeunesse qui est différente, qui aspire à la liberté, et qui ne cherche pas à pactiser avec un régime, qui ne cherche pas uniquement à manger, qui ne cherche pas uniquement un bidon d'huile, qui ne cherche pas uniquement du sucre, qui veut absolument vivre, et vivre librement. Et je pense qu'il est temps qu'on nous respecte un peu plus, franchement. Du côté français, on se focalise, il n'y a que l'islam, rien d'autre. La politique intérieure en Tunisie, en Algérie, et au Maroc, c'est l'islam, les islamistes, l'islam. Bon, ça n'arrête pas, il n'y a que ça. Il n'y a aucune autre perspective. Et du côté, disons, marocain, c'est vrai qu'il y a des questions. Je parlais d'Alstom en Algérie. Nous, on va construire un TGV. Voilà. Super, on a 38% d'alphabet, on aura un TGV. Génial. Qui coûtera un mois de salaire moyen. Bon, je ne sais pas qui le prendra. Le TGV, apparemment, entre Paris et déjà en France, il y a du mal à être, à entrer dans ses frais. Il est déficitaire sur plusieurs lignes. Mais bon, à la limite, la France est un pays relativement riche qui peut se payer des lubies, le Maroc un peu moins. Il y a eu toute une mobilisation citoyenne sur pourquoi le TGV, stop TGV, des sites, des articles très fouillés, des jeunes étudiants, des ingénieurs qui ont écrit des articles critiques sur la décision d'acheter le TGV. Il s'est avéré que c'était un deal. On ne voulait pas des rafales, aucun pays au monde ne veut des rafales. Et pour ne pas faire la peine à Sarkozy, il fallait qu'il puisse rentrer en France au lendemain d'une visite officielle au Maroc avec quelque chose dans son escarcelle. Et puis bon, on lui a pris le TGV. Donc voilà les fondements rationnels de la décision publique au Maroc. Et il y a eu dans la presse officielle très peu de choses. Même la presse indépendante, quelques articles. Mais c'est vraiment sur des sites indépendants. On a fait des citoyens, ils ont récolté des études sur Internet, sur la rentabilité des TGV en Italie. Ils ont vu qu'en Italie, je crois à Milan ou à Turin, il y a des protestations monstres contre la construction d'une ligne TGV. Il y a des problèmes en France. Je crois que les États-Unis n'ont pas le TGV, mais le Maroc l'aura. Oui, voilà, super. Ça nous fera une belle jambe. Les analphabètes vont continuer à être analphabètes, mais ils auront un TGV. Donc voilà. Donc il y a des. Mais c'est pas dans la presse, à proprement parler, on a trouvé des éléments là-dessus. Il y a plein d'autres choses bizarres qui seront les achats d'équipements militaires aussi. Là, ça touche pas. En soi, ça ne touche pas la France, mais j'ai appris que le Maroc allait acheter des vieux sous-marins espagnols qui sont plus en état de fonctionnement. Enfin, il y a plein de choses bizarres et il n'y a pas de... C'est à la limite, c'est vraiment dans les réseaux sociaux des blogueurs qui écrivent des billets là-dessus parce qu'ils épluchent la presse spécialisée étrangère, mais la presse marocaine, bon, pas grand-chose qui explique d'ailleurs que les Marocains vont s'informer
d'autres, comment dire, on prend d'autres sources que la presse. Mais sinon, aussi, un dernier mot vis-à-vis de la France. Je trouve qu'il est sain quelque part qu'au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on ne soit pas focalisé exclusivement sur la France. Maintenant, je remarque les jeunes Marocains, enfin, en tout cas ceux qui écrivent, les blogueurs, ceux qui sont sur Twitter, d'ailleurs, souvent ils parlent aussi anglais, ils tendent même à communiquer en anglais, ils ont d'autres sources d'inspiration, ils comprennent que c'est pas parce qu'en France on fait comme ça que finalement c'est la solution à tous les problèmes. Je trouve que c'est une chose assez saine, il y a plein de... parce qu'on est un peu trop focalisé sur la France. Donc quelque part, c'est pas forcément une vraie chose qu'il n'y ait pas de rubrique France dans la presse, je sais pas, marocaine. À la limite, il faudrait peut-être une rubrique Europe, parce qu'il y a des pays en Europe où il y a beaucoup de Marocains. En Belgique, en Hollande, il y a au total 1 million de Marocains. C'est autant que le nombre de Marocains qu'il y a en France et qui parlent de la Belgique ou des Pays-Bas dans la presse marocaine. Il y en a beaucoup en Italie, il y en a beaucoup en Espagne, il y en a pas mal en Allemagne. Au Canada aussi, ou en Allemagne, en Espagne, en Italie. Est-ce qu'on couvre... donc pour moi, quelque part, c'est peut-être... Justement, tu parlais de rompre un peu le cordon ombilical et passer à autre chose, oublier un peu le passé colonial. Ben, c'est justement avoir une relation normale avec la France et plus, disons, passionnelle, obsédée. Que pense le monde du Maroc? À la limite, je m'en fous. Non, c'est pas que pense le monde du Maroc, que pense le Maroc du monde. Ouais. C'est ça qui serait... À la limite, les Français s'en foutent parce que le monde n'est plus ce qu'il était. Les Marocains, la presse établie en France n'est plus ce qu'elle était. Le monde n'est plus l'organe central. Donc, quelque part, le fait que dans les pays maghrébins, en Tunisie, on lit peut-être plus, au Maroc non plus, on peut s'en passer. C'est aussi qu'en France, on peut très bien s'en passer aussi. Donc, quelque part, ça reflète un peu le déclin d'une certaine presse. Cet aspect multimédia et satellitaire, il y a beaucoup aussi, beaucoup de choses qui... En arabe aussi, beaucoup plus... Donc, qui cassent, mais aussi, c'est-à-dire l'accès à l'information française n'est plus limité à ceux qui vont lire. On peut aussi voir à la télévision des émissions, par exemple, il y a eu une émission d'envoyé spécial sur la Tunisie qui a été... Il faut en parler. Il faut en parler. Mais en fait, en ce moment, c'est surtout avec la Tunisie que ça se passe. Comment les médias français perçoivent le régime de Narda. Narda c'est bien, puis non, Narda c'est pas bien. Et puis si, ils sont très bien, regardez, ils viennent de démissionner. Et dans tous les cas, les médias tunisiens ne sont pas contents. Toujours parler de la relation du Maghreb avec la France, ça tourne toujours d'un côté passionnel qui se ressort toujours. Mon ami Abdo vient de montrer avec brio la passion que peut animer. Et d'ailleurs, il a commencé son intervention par parler du Premier ministre français, qui n'est pas du tout le sujet, puisqu'on parle des médias. Il y a cette confusion qu'il y a entre la diplomatie et les médias français qui se fait toujours. Moi, je l'ai expliqué tout à l'heure par rapport à la Tunisie, mais elle n'est pas fortuite. Non. Absolument, elle n'est pas fortuite. Mais pour revenir un peu sur les pratiques journalistiques. Alors, la culture même de la couverture internationale, ça veut dire d'avoir un service international qui a fait la grandeur des médias occidentaux, disons-le, n'est pas une culture commune. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui existe chez nous aussi. Par manque de moyens, on n'a pas inventé le journalisme. Je suis désolé de le dire. C'est-à-dire, c'est pas chez nous que cette pratique a été développée. Et l'âge d'or du journalisme, c'est pas le Maghreb qui l'a offert au monde. Du moins pas encore. Pas encore. Mais l'idée même d'un service international. L'idée même d'un service international est née dans cette presse occidentale qui, à travers le passé colonial, bien sûr, s'intéresse un peu au monde parce qu'elle a des enjeux géostratégiques dans le monde entier. Des pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est des pays d'influence qui ont des enjeux géostratégiques, géopolitiques dans le monde entier. Donc forcément, la presse développe ce contenu international. C'est moins évident chez nous de pouvoir convaincre un rédacteur en chef, voilà, un patron de presse, pas le rédacteur en chef, d'investir
dans une rubrique monde qui nécessite beaucoup d'argent. On le voit même dans la presse francophone ou occidentale, de moins en moins d'argent est mis pour le service international. Parenthèse, il y a beaucoup moins de correspondants au Maghreb qu'il y a peut-être 20 ans. Il y a 20 ans, il y en avait 2 ou 3 à Alger, 2 ou 3 à Rabat. Là, les bureaux de l'AFP ne sont pas aussi développés qu'auparavant. Oui, il y a déjà la question de la culture même ou des raisons historiques d'avoir une rubrique internationale, et surtout aujourd'hui les moyens de moins en moins disponibles pour ce genre de rubrique. Maintenant, pour envoyé spécial, par exemple, pour revenir sur cette émission-là, là, encore une fois, c'est la difficulté de vendre des sujets à l'étranger. Des sujets qui traitent de pays autres que les pays du média lui-même, c'est-à-dire là, en l'occurrence, la France. Pour vendre ce sujet, nous, on a obtenu à Naouet le séquencier de ce reportage. Oui, alors c'était un reportage sur les salafistes, l'islamisation rampante de la Tunisie. Et comme vous le savez, peut-être oui ou non, Envoyé spécial ne produit pas ses propres reportages, il sous-traite à des boîtes de production. Et on a réussi à obtenir le séquencier que la boîte de production a quelque part présenté à France 2 pour vendre le sujet. Et le séquencier racontait déjà une histoire. Le journaliste qui a fait ce travail, je ne sais pas si on peut appeler ça un travail de journaliste, Karim quelque chose, c'est un maghrébin en plus, un franco-maghrébin, n'a pas mis les pieds en Tunisie. Il a juste fait une recherche sur Internet, sur les réseaux sociaux, a sélectionné quelques histoires un peu marquantes, dont certaines complètement inventées, c'est-à-dire des vraies rumeurs que la presse locale ne connaissait même pas. Il y avait des cas de cette mère qui découvrait que sa fille était partie au Jihad Niker en Syrie et qu'elle l'a cherché partout et qui aurait ému toute la nation. Personne n'a entendu parler de cette histoire en Tunisie. Alors, le lendemain, nous on cherchait, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que vous étiez au courant que il paraît qu'on était super émus et qu'on a tous suivi cette histoire? Mais là, c'est pas vous qui êtes insultés, c'est nous en tant que public français qui en Absolument, c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire, je voulais arriver à ça, c'est que c'est pas grave que nous, on soit pas contents de la couverture de la France, de la Tunisie. C'est pas très grave, parce que la presse française informe les Français. Oui. C'est pas nous qui payons les redevances, c'est nous qui payons la redevance. Vous êtes les lecteurs de cette presse-là. Heureusement, nous... Oui, heureusement, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, il y a une nouvelle génération de journalistes, il y a une nouvelle génération de médias qui commence à développer petit à petit sa pratique journalistique et à devenir de mieux en mieux, à mieux informer en tous les cas le public tunisien, algérien, marocain. Mais la presse française vous informe, surtout vous. Et donc le problème est surtout la perception que vous aurez, vous, de vos cousins ou même des gens de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est ça le véritable problème, je pense. Parce qu'après tout, le rôle de la presse française n'est pas d'informer les Tunisiens sur la Tunisie. C'est pas son rôle. Quand on parle avec les correspondants justement des médias français, qui ne sont plus des employés des médias, ils sont des freelancers, c'est-à-dire c'est des gens qui vivent de l'article qu'ils écrivent. Eux, ils ont besoin de vendre des papiers à leur rédaction. Et malheureusement, quand ils leur disent j'ai un super papier sur une initiative de la société civile qui travaille pour augmenter pour aider les citoyens à s'impliquer dans le processus constitutionnel ou révolutionnaire ou tout ce qu'on veut, ou démocratique, c'est clair, ça n'intéresse aucune rédaction. Donc il faut un peu tomber. C'est-à-dire, c'est la question de la pratique journalistique qui est en cause carrément. En 2008 ou 2009, il y a eu la bourde du bureau de l'AFP d'Alger qui fait une dépêche où il dit un attentat à Bouera, à presque 100 km d'Alger, 4 km, où il y a eu 30 morts. Voilà. Il dit ça, et 30 morts dans la gare routière de Bouera. Moi j'appelle quelqu'un à Bouera, je lui dis qu'est-ce qui se passe, t'es pas mort, t'es en vie, tu travailles à la routière. Il me dit rien, on est ici, on drague, les filles circulent, il dit bon. Et maintenant l'AFP dit 30 morts, l'AFP quand même c'est les deux choses. Le monsieur de l'AFP, il s'est fait manipuler comme un gamin. Juste un sursécuritaire algérien a voulu se venger de lui, il a donné l'information, il l'a balancé comme ça sans vérifier. L'AFP.
Une des premières agences médiatiques au monde. Pourquoi la source a... Ah bah ça c'est un problème entre le journaliste et la source. Moi je n'y suis pour rien ma chère. Mais un journaliste normalement de l'AFP, et en plus, l'erreur de l'AFP a été reprise par Reuters, le même bureau de Reuters. D'ailleurs, une grosse affaire parce qu'ils ont été suspendus tous les deux par les autorités algériennes et ils ont été après sanctionnés par leurs médias respectifs, par les bureaux algériens. Mais des erreurs comme ça, nous en Algérie, on peut en rencenser énormément. C'est-à-dire, si on fait une revue de presse sur les contre-vérités qui sont racontées par la presse française sur l'Algérie, ils sont énormes. Mais encore une fois, nous Algériens, en fait, ça nous fait ni chaud ni froid. C'est pas notre presse, comme il le dit si bien, mais c'est pas notre presse. Parce que les autorités françaises accordent finalement des aides publiques à cette presse-là qui raconte quelque part beaucoup de mensonges. Enfin, moi, je suis étonné. Par contre, en tant que jeune Algérien, par la passivité du public français. Une passivité que je ne comprends pas. C'est-à-dire, en France, je ne lis très très peu, en tout cas dans le débat public, peut-être sur la blogosphère, il y a certainement des blogs. Sur les réseaux sociaux, les médias français sont très critiqués par les Français. Oui, mais au-delà de la critique simple, aujourd'hui en France, quand même dans un pays démocratique, les gens payent une redevance. C'est que je n'ai pas vu, nous en Algérie, par exemple, Nahar TV a fait un reportage complètement mensonger sur la prostitution estudiantine. Il y a eu une manifestation, les étudiants ont manifesté. Il y a eu une manifestation publique devant cette télé. Je ne vois pas, moi, des manifestations devant France Télévisions ou devant etc. Dans les cités ici, les médias ne sont plus bienvenus. Mais les cités, c'est pas la France, mon cher. C'est pas des territoires français, on le sait tous. Il faut pas. D'ailleurs, il y a énormément encore une fois, les cités et l'Algérie sont victimes des mêmes préjugés, du même cliché. Et un cas concret pour prouver cette affaire, il y a certaines informations qui passent d'abord par les médias algériens avant de passer par les médias français. J'ai cité le cas ce matin du fameux monsieur de l'aéroport de Nice qui a été licencié parce qu'il a dit salam alaikum à son collègue. L'information, le comité de lutte contre l'islamophobie, il m'a envoyé à moi-même, un journaliste algérien, l'information avant les journalistes français. Et j'en ai écrit moi-même un article, 3-4 jours, même 5 jours, avant que les sites communautaires commencent à en parler, et avant que le Parisien a commencé à en parler, etc. etc. Donc on le voit bien, il y a une véritable crise de la presse française, pas avec les pays du Maghreb d'abord, mais avec son propre électorat, avec son propre pays. C'est vrai qu'il y a une certaine forme, des fois, d'alignement sur la diplomatie française des médias, mais des médias de masse. Ça veut dire les médias. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, là, parce qu'il ne faut pas que ça tourne un débat où on met tous les médias dans le même sac. C'est pas vrai. Il y a des médias qui essayent d'aller un peu au fond des choses, qui essayent un peu de mettre en cause la politique des fois française en Afrique ou en Afrique du Nord ou ailleurs. Moi, je donne 2 exemples. Il y a un média électronique un peu plaid qui s'appelle OVNI, ici en France. Malheureusement, l'expérience a dû s'arrêter, qui a révélé 2 affaires très importantes. La première était que Orange France a soudoyé le régime de Ben Ali pour pouvoir acheter 50% de l'opérateur historique tunisien, Tunisie Télécom, pour pouvoir introduire la 3G en Tunisie. Alors, gros sous, même pratique anti-concurrentielle, parce le régime tunisien, du coup, a donné une certaine exclusivité à la 3G pour Orange, qui appartenait en Tunisie à son beau-frère, à son beau-fils plutôt, au mari de sa fille, et ONI a révélé cette histoire avec des détails. Aucun média autre que ce média player en France n'a repris cette affaire-là. En Tunisie, pareil, ça n'a pas été très repris parce qu'un des plus gros annonceurs en Tunisie est Orange, et donc même en France. Absolument. Donc c'était très difficile de reprendre ça. Donc des fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. L'autre affaire, c'est sur Téléperformance qui enfreint la loi tunisienne en faisant travailler les gens plus d'heures, en les payant moins, avec moins de sécurité sociale que le code du travail l'exige en Tunisie, parce que la direction de cette boîte a été très proche du régime, a soudoyé, a financé ses campagnes. Cette boîte-là a obtenu le marché de TLS, qui a créé une boîte TLS, qui est le marché des visas en Tunisie, par exemple. Et en Algérie d'ailleurs, c'est la même boîte. Et ce sont des gens qui ont profité du régime tunisien, qui ont eu des privilèges, et que la presse française a révélé, certaines presses en tous les cas,
d'autres pas. Donc il faut nuancer un petit peu, on ne va pas mettre toute la presse... On a certainement raison de relativiser, je pense qu'il ne faut pas certainement mettre tous les œufs dans le même sac. Donc la presse française a ses torts, mais elle a aussi ses qualités. Mais je pense aussi que le premier tort revient à nous les Africains. Ce sont nous, et surtout les Africains francophones, c'est la grande différence avec les Africains anglophones. Je n'ai rarement vu un Nigérian du Nigeria ou un Sud-Africain ou du Mozambique qui se plaint de la presse lusophone, anglophone, etc. Au contraire, dans l'Afrique anglophone, ils sont hyper organisés, ils se structurent, ils prennent leur destin en main, et ils créent eux-mêmes leur propre presse, et ils font même du lobbying dans les pays anglophones pour changer leur vision. Pour changer la vision de la presse anglophone sur leur propre pays. Une fois, nous, les Africains francophones, on se plaint beaucoup, on se plaît dans cette posture de victimologie, donc on est trop victime. Moi je donne un exemple en Algérie, on l'a testé lors de l'attaque de Tekentorin, donc le président d'âge de Ain Amenas, la fameuse, début de l'année dernière, il y a un an pile. Donc la presse française a fait une couverture qui a énormément déplu aux Algériens. Naturellement, on nous a décrit, notamment la fameuse une de Libération, l'assaut meurtrier, etc. Donc on a parlé que des victimes occidentales, pratiquement pas les victimes algériennes. L'Algérien qui meurt ou qui ne meurt pas, c'est la même chose. Ça a choqué beaucoup les Algériens. Deuxièmement, on a caricaturé un peu l'armée algérienne, parce qu'à l'époque, les Algériens ont applaudi cette opération, on a sauvé un complexe gazier. Vous imaginez si les terroristes ont réussi à kidnapper ces cinquantaine d'Européens, les emmener jusqu'au nord du Mali, ça aurait été une catastrophe géopolitique. Et l'armée algérienne a réussi donc à mettre en échec cette opération. Mais dans la presse française, on a dessiné l'armée algérienne comme étant une armée de brutes, fait par des brutes, comme étant des diables, etc. J'ai été interviewé par TF1 la dernière fois, et je crois que j'ai usé avec un simple langage, avec des mots, j'ai pu transmettre un message, ils ne m'ont pas censuré d'ailleurs, j'ai expliqué, voilà, mes chers Français, est-ce que vous comprenez que si l'armée algérienne aurait traité ou aurait négocié avec ces gens-là, d'abord, le terrorisme islamique dans la région, et on en aurait sorti très grandi, il aurait pris ses otages, il serait parti au nord du Mali, donc ça aurait été une catastrophe. Je ne défends naturellement pas l'armée algérienne, je suis le premier qui la critique et qui le dit chaque jour. Mais de là à caricaturer, à réduire cette opération à une opération de brute, ce n'est pas possible. Donc on a pesé. Je pense que dans l'affaire de Tekentorin, l'opinion publique algérienne et la presse algérienne a réussi à peser sur la presse française. Parce que, mis à part Libération ou quelques autres titres, la presse française, après, elle a rectifié le tir. Elle s'est dit, ah finalement l'Algérie avait raison, on ne peut pas négocier. Sur la question des rançons, vous vous souvenez, en France, quand des Français étaient kidnappés, toute la presse française disait pourquoi on ne devrait pas payer, pourquoi on ne devrait pas payer. Ils ont payé, et malheureusement, avec ce même argent, ils ont fait des attentats en Algérie. Donc c'est le sang algérien qui a été financé par ces rançons-là. On le sait, la DGSE a fait des enquêtes, des articles ont été faits là-dessus. Nous avons fait un travail médiatique pour une prise de conscience, et je pense après que nous avons réussi à expliquer à l'opinion publique française et à la presse française, à nos confrères français, que voilà, ce n'est pas possible de payer, de négocier avec des terroristes. Donc il y a des exemples où on peut peser. Donc au lieu de se victimiser tout le temps, on peut se retrousser les manches, prendre par exemple les réseaux sociaux, faire nos blogs, encourager nos journalistes, fondant nos propres journaux. Parce que notre presse n'est pas une presse modèle. Critiquons notre propre presse, prenons notre main en destin et pesons sur le cours des événements au lieu de toujours critiquer et de critiquer. Ce n'est pas à la presse française de faire notre travail à notre place. International Crisis Group, ils font des rapports extrêmement documentés. Il y en a un qu'ils ont fait sur le Mali. J'étais étonné de voir les sources, 200 notes de bas de page. L'écrasante majorité vient de sites maliens. Donc des informations locales sur telle ou telle tension dans telle ou telle ville du nord, du Mali, etc. Des choses bien sûr qu'on ne trouvera pas dans la presse. Donc de plus en plus, il y a, je crois, une tendance à aller vers la presse locale parce que grâce à Internet, elle est accessible de partout. Donc ça, c'est une tendance. Deuxièmement aussi, encore une fois, répéter ce qui a déjà été dit, mais je trouve qu'il est presque malsain de la part des Maghrébins, enfin en tout cas ceux qui ne vivent pas en France, de trop se préoccuper de ce qui se passe, enfin, de trop critiquer à la limite, enfin on peut la critiquer, mais d'être obsédé par la presse française, parce que bon, après tout, c'est les lecteurs français qui en souffrent, on est obligé de la lire, et si on veut savoir ce qui se passe au Maroc, il ne faut pas lire Le Monde, parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Donc il faut rappeler, c'est Chomsky qui dit qu'il faut d'abord critiquer son propre pays, son propre gouvernement, ça on peut changer. Alors pour un Marocain, changer la façon dont la presse française va couvrir le Maroc, le Maghreb, le monde arabe, l'islam, il ne faut pas rêver. Il y a une obsession psychopathologique quasiment maintenant en France sur l'islam. C'est un problème français, c'est vrai que ça peut toucher les Marocains, mais à la base c'est un problème français, c'est aux Français de le régler. On ne peut pas le faire à leur place. Surtout pas. Le jour où ils vont se calmer sur cette question, ils
pourront peut-être couvrir de meilleure façon ce qui se passe au Maghreb, le monde arabe. Mais à la base, c'est un problème français. On est un peu touché, mais enfin, c'est au public, au lectorat français de manifester son mécontentement. Par exemple, les commentaires, c'est très intéressant quand il y a des papiers sur le Maghreb, ou sur l'Afrique, ou en général sur les articles écrits sur les pays étrangers. Lisez les commentaires, c'est très intéressant. C'est-à-dire, dès qu'il y a un cliché, dès qu'il y a une formulation de phrase, tout de suite le journaliste est attaqué, tout de suite le journaliste est remis à sa place, et des fois, ça pousse, je pense, il y a un changement, on est en train de vivre une transition, un changement réel. De plus en plus de rédacteurs ou de journalistes appellent des médias locaux pour leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on a bien saisi ce point-là? Est-ce que c'est bien... Il y a des nouveaux médias aussi qui se créent, TF1 ou Le Monde ou Le Figaro ne sont plus les seules sources d'information, heureusement. Il y a de plus en plus de nouveaux médias qui sont un peu plus quand même nuancés et qui essaient de comprendre. Et qui sortent de l'information. Il y a le site La Panamza. C'est un journaliste, je ne sais pas, d'origine maghrébine ici, qui a sorti les déclarations la vidéo des déclarations de Hollande sur Israël, la France, ami éternel d'Israël, et pas mal d'autres affaires aussi, j'oublie lesquelles. Et la presse locale commence à enquêter sur les rapports des sociétés françaises avec les pays du Maghreb. En Tunisie, Nawet a révélé dernièrement que malgré que Alstom en Tunisie est soupçonné dans une affaire de corruption sous l'ancien régime, vient d'obtenir un marché là actuellement en Tunisie. Sur le gaz de schiste aussi, sur British Gas qui a réussi à obtenir un contrat pour la prospection pour le gaz de schiste, alors que le débat n'est pas encore tranché en Tunisie. Donc voilà, les pratiques changent, la nouvelle génération de journalistes qui, elle, vit dans l'Internet, vit dans cet échange instantané entre les deux rives, finira, je pense, par rendre ce débat ou rendre ce regard croisé beaucoup plus rationnel, beaucoup moins passionné et beaucoup plus proche de réalité. Et tout ça, en fait. Voilà, et dans l'intérêt des deux rives, en fait, des deux lecteurs, qu'ils soient français, qu'ils soient tunisiens. J'ai peur de la banalisation. Je crois qu'on ne peut pas banaliser la connivence qui existe entre la presse française et les autorités françaises sur de nombreux dossiers. Aujourd'hui, qui est le journal, même, mis à part, on ne va pas nous ressortir des exceptions, le monde diplomatique, etc. Il y a certainement des exceptions. Voilà, oui, on fait. Sur certaines affaires, par exemple, qui a enquêté sur les affaires de Areva au Niger? Alors que Areva, un business très sale, etc., et tout le monde le sait. Aujourd'hui, sur France 2, même le NTV ne l'a pas fait. France 2 envoie des journalistes avec les soldats français en Afghanistan pour faire des reportages de promotion. C'est-à-dire, voilà le bon soldat français qui débarque en Afghanistan pour soigner la femme afghane et soigner l'enfant afghan alors qu'ils sont en train de piller leur pays et les talibans avancent, on ne sait même pas où c'est passé. France 2. Alors comment, moi Algérien, quand mon confrère français vient chez moi, il me donne des leçons. Parce que nous on fait des formations avec les journalistes français. Ils nous forment comment devenir journaliste indépendant. C'est quand même, je pense, c'est que le monsieur part en Afghanistan en vacances avec l'armée française, même le NTV n'a pas fait, le NTV ne le fait plus. Il se sortir avec l'armée algérienne et dire voilà le grand soldat algérien qui va l'apprendre. Ça c'est rare. C'est quand même, on ne peut pas banaliser ça, donc je ne peux pas trouver ça normal. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous que nous devons réinventer notre modèle, etc. Maintenant, effectivement, peut-être qu'on doit voir l'Amérique latine, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait des Maghrébins qui vivent en France? Moi, qu'est-ce que je vais faire de mes 2 millions de compatriotes qui vivent en France? On va les ignorer? On ne peut pas les ignorer. C'est des relations on est obligé. Moi, je vous dis un chiffre révélateur. Dans mes audiences, sur mon site internet, jusqu'à 40%, ce sont des Algériens de France. Ou Français naturalisés, etc. C'est un peu complet. Donc, 40% viennent de France. Ça veut dire que cette communauté, ce lectorat, il existe. Je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas dire, voilà, je zappe, que j'aime ou j'aime pas. Il y a toujours des raisons pour aimer la France. Voilà. Donc on va dire je zappe ce lectorat et je pense à autre chose. Non, ce lectorat il existe, cette relation elle existe. On doit juste la repenser, donc se décomplexer, ne pas avoir peur à dire la vérité, les 4 vérités à nos confrères français. Eux ils ne se gênent pas pour nous le dire, on ne va pas se gêner pour le dire. Donc il faut juste refaire un véritable travail épistémologique pour pouvoir offrir une information indépendante et de qualité. Et je pense qu'aujourd'hui nous sommes capables de le faire. Du moins nous avons cette prétention, cette ambition. C'est pas seulement un problème français, c'est-à-dire ce problème est mondial aujourd'hui, on le voit partout dans le monde, c'est pas seulement la presse française
parce que là, on a l'impression qu'on est... Je vais pas faire l'avocat de la presse française, hein, mais le problème se pose dans le monde entier. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train de repenser le modèle des médias dans le monde entier. Alors, comment vit un média aujourd'hui? Qui finance les médias aujourd'hui? De quoi va vivre le média? Et comment il peut se donner les moyens d'être indépendant, d'aller au fond des choses, d'enquêter indépendamment des pressions des gros lobbies politico-financiers qui existent dans le monde entier. C'est de nouveaux modèles qu'il faut inventer. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui nous met, je trouve, sur le même piédestal, c'est-à-dire nous, presse nord-africaine ou presse occidentale, je trouve qu'on est aujourd'hui dans une phase où le modèle de la nouvelle, le nouveau modèle des médias est à réinventer et on est presque face aux mêmes défis que nos confrères français ou anglais ou américains. On ne peut pas dire que la presse américaine mainstream est un exemple de professionnalisme et de justesse sur la couverture de... Mais, très honnêtement, mais c'est subjectif, donc j'ai pas de base scientifique pour ça, mais j'ai l'impression de lire beaucoup plus d'articles informatifs équilibrés en anglais qu'en français, même sur des pays qui ne sont pas, disons, au centre des préoccupations anglo-saxonnes dans la région, la Tunisie. J'ai lu des articles très informatifs sur les salafistes en Tunisie, le processus prochain. Bon, j'ai lu peut-être des sites, certains sites qui sont un peu élitistes, Foreign Policy ou d'autres sites comme ça. Bon, mais néanmoins, j'ai pas lu des articles équivalents en français. Et j'ai l'impression qu'il y a plus, même dans la presse mainstream, New York Times ou The Guardian ou d'autres sites, je trouve qu'il y a plus de nuances. C'est pas le voile, l'islam est terroriste, le voile, l'islam terroriste. Il y a autre chose. Il y a... En France, il y a un problème. J'ai oublié le halal. Pas le halal, Halal, niqab. Oui, récemment, par exemple, il y a eu un édito sur The Guardian qui vaut son pesant d'or sur l'article sur l'égalité homme-femme, où c'était un article très enfant sur les Tunisiens qui ont définitivement renvoyé Nahda dans les mosquées et des choses comme ça. C'est-à-dire, la presse anglo-saxonne la presse anglo-saxonne a commencé sa révolution bien avant la presse francophone. C'est pour ça qu'elle est meilleure aujourd'hui. Elle est beaucoup plus factuelle aujourd'hui. Mais c'est une question de remise en cause. Elle a juste commencé plus tôt dans la presse anglo-saxonne. La presse française, principalement, est désolé, mais encore une fois, littéralement obsédée par tout ce qui touche à l'islam. Il n'y a peut-être pas cette obsession dans les... Et là, la presse française est peut-être plutôt le reflet de la question culturelle, elle écrit. La presse anglo-saxonne, bien sûr, qu'on parle après le 11 septembre, c'est normal, même en Finlande, en Suède, en Slovaquie, il y a des articles là-dessus, mais c'est pas aussi exclusif de toute autre considération. Je suis sidéré que sur la Tunisie, si on fait une recherche, je sais pas, dans les bases de données, sur les articles du Monde ou autre, si on fait une recherche UGTT, on va peut-être trouver 3 articles ou 5 articles. On a fait une étude justement de 2 cas sur Nawet, je ne sais pas si tu te rappelles, sur 4 mois de couverture des médias électroniques de la Tunisie. On a passé des articles, tous les articles dans une petite application qui sort des nuages de mots-clés. On a un peu affiné après les mots inintéressants, et là le résultat est flagrant. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi, je ne dis pas le contraire, mais et là c'était bien sûr sur tout un processus, c'était djihad, niqab, narda, voile, islamisme, terrorisme. Le monde anglo-saxon a un rapport tout à fait complètement différent avec ces minorités. La question de la religion, la liberté a une autre définition dans le monde anglo-saxon depuis toujours, et c'est clair que la France est un peu prisonnière de certains dogmes. Là, c'est encore plus visible dans la presse dite de gauche, et c'est encore plus visible dans la diplomatie, alors que la gauche est au pouvoir. Ça, c'est certain. On peut résumer en disant que la presse maghrébine n'a peut-être pas les moyens qu'il faut pour couvrir de front l'actualité française, et que pour le moment elle reste un peu en mode de réaction. C'est-à-dire la presse locale, elle va réagir quand la France s'intéresse au pays. Mais il n'y a pas dès le départ un intérêt particulier, enfin peut-être l'intérêt existe,
Mais il n'y a pas, on ne traite pas l'information. En Algérie, peut-être, on le fait plus que... Al-Watan, il a une rubrique France. Al-Khabar aussi, il envoie des reporters en France, les journaux algériens, on voit beaucoup de journalistes en France, on fait pour faire des enquêtes, des entretiens. Parce qu'il y a un lectorat important. Il y a un lectorat qui s'intéresse. Les journaux algériens ont beaucoup plus de moyens. Des journaux comme Al-Watan et Al-Khabar, ils ont leurs propres imprimeries. Al-Khabar va lancer sa chaîne de télévision. Al-Shawq, il a sa chaîne de télévision. Al-Nahar, il a sa chaîne de télévision. Peut-être aussi une presse qui est plus ancienne, plus ancienne, plus riche aussi. Plus riche, qui a plus de moyens. Qui a plus de moyens. Mais par rapport au thème traité, comme vous dites tout à l'heure, vous avez fait l'application, vous voulez faire la même chose avec la presse tunisienne et vous aurez des résultats. Ah oui. Sur la presse francophone tunisienne, je sais, si on fait le même processus qu'on a fait avec la presse française, je pense qu'on aurait à peu près les mêmes résultats, peut-être même encore plus marqués. Oui, il y a une très forte polarisation. Bon, c'est vrai que très rapidement, par rapport au fait que la Tunisie vit en ce moment un processus révolutionnaire, et on s'est rendu compte de quelque chose très rapidement, je pense, en Tunisie. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est que on est en train de reproduire un modèle de démocratie qui est déjà périmé, c'est-à-dire qui ne fonctionne plus déjà dans le monde. Les mouvements de protestation dans le monde se multiplient, le mouvement Occupy et plein d'autres mouvements de contestation montrent que le modèle démocratique occidental arrive en fin de cycle et qu'on est aujourd'hui obligé de redéfinir, de repenser un modèle. Donc moi personnellement, quand je regarde la France, je regarde la symbolisation de cette fin de cycle, c'est-à-dire la fin de ce modèle occidental de démocratie. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la France, elle a des bonnes pratiques, ça veut dire des réflexes, des vieux réflexes. La société est apaisée, c'est un régime mou, c'est une sorte de pouvoir très mou, donc on ne risque pas de trouver des gens torturés, emprisonnés et jetés dans des prisons. Mais réellement, est-ce qu'on est dans une vraie démocratie? Est-ce que les citoyens ont un vrai pouvoir sur le politique aujourd'hui? Je pense que n'importe qui en France va répondre non. C'est-à-dire, on le voit, on l'expérimente. Et ce regard-là est intéressant parce que nous, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une bêtise parce qu'on essaie de reproduire ce modèle alors qu'il est déjà mort. C'est pas négatif ce que je dis, mais c'est juste que la société française, vu qu'elle est face à un pouvoir très mou, elle est du coup un peu molle. Et du coup, elle est un peu comme ça, elle regarde, passive, elle réagit pas, très peu de mouvements de contestation. Alors, si bien sûr les jeunes se bougent en banlieue, c'est des émeutiers, c'est des casseurs et tout ça. Si des mouvements, même qui se concrétisent autour d'un personnage qu'on peut aimer ou pas, mais ça montre quand même une certaine forme de défiance par rapport à l'establishment médiatique, à un establishment de bien-pensance en France. Et on les traite d'antisémites, et donc il y a un vrai malaise, une crise existentielle, je dirais, mais qui touche tout le monde, toutes les démocraties occidentales, les vieilles démocraties, j'allais dire. Absolument. Ça, c'est la France vue par la Tunisie. La France vue par la Tunisie. Ça, on a l'objet d'un article qui serait intéressant. Tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, donc la France vue par l'Algérie, je vais être auto-censuré. Tout simplement deux éléments importants. D'abord, en Algérie, la francophonie elle est en recul. Nous étions le deuxième pays francophone. Maintenant, nous sommes le troisième. C'est le Congo-Kinshasa qui est devenu le deuxième. La francophonie est nettement en recul. Nous, par exemple, dans la presse francophone, quand on trouve un journaliste qui assez aligné deux mots correctement en français, c'est une denrée rare. La fascination culturelle des Algériens part pour le Moyen-Orient, elle part surtout pour les anglo-saxons, mais je pense aussi c'est dû un peu à la faiblesse de la France dans la région, parce que les Américains proposent énormément de bourses. Surtout cette année-là, je viens de rentrer d'Alger, les Américains m'ont contacté, il y a énormément, chaque mois il y a des programmes de bourse, les Qataris investissent, les Chinois prennent les Algériens par bateau, c'est dans les emmènent tous pour aller acheter leurs marchandises. Économiquement, c'est la Chine qui est devenue le premier partenaire. Donc c'est depuis les années 2000, la France n'est plus un modèle pour les Algériens. Dans l'élite algérienne, on ne veut plus immigrer en France, on va aller au Canada, on va aller aux États-Unis, on va aller à Dubaï, on va. Celui qui veut aller en France, c'est juste par commodité, parce qu'on a des cousins, parce qu'on a de la famille, etc. Donc ce n'est pas vraiment une fascination. Reste une chose pour être complètement gentil quand même pendant cette soirée, les Algériens aiment la France pour une chose, pour les Françaises.
Je vous rends hommage. Bon, merci. Comment le Maroc voit la France? Enfin, le Maroc, je ne sais pas, il faudrait demander aux Marocains, mais il y a, comme dans les autres pays, j'en suis certain, le clivage linguistique qui reflète un clivage social, donc une élite plutôt francophone, extrêmement tournée vers la France, point de vue culturel, même idéologique. Mais même ça tend à s'estamper de plus en plus. Pendant la bourgeoisie casablancaise, que je connais, il y a de plus en plus de gens qui étudient dans les universités anglo-saxonnes qui sont plutôt anglophones, qui s'expriment mieux en anglais qu'en français. C'est une tendance lourde, et puis qui lisent plus, et même parmi les francophones maintenant. Il y a un phénomène, c'est assez étonnant sur Twitter, dans des Marocains qui se parlent entre eux en anglais. Alors qu'ils vivent tous les deux au Maroc ou en France. Ils parlent en francophone, mais bon, ça c'est une évolution. Mais je crois que globalement, avec la télé-satellite arabophone qui est très présente, qui a une offre importante en termes d'information, de divertissement, etc., il y a une tendance bien sûr à regarder plutôt vers le Moyen-Orient. Il y a aussi, globalement, que ce soit l'émigration, les études, pas mal d'autres choses, oui, le monde s'est mis plus à la France. Notre monde au-delà de l'Hexagone, donc ça, les gens le découvrent. Donc je crois qu'il y a peut-être, c'est mon impression, mais c'est peut-être que purement personnel, une certaine distanciation vis-à-vis de la France. Alors maintenant, depuis une dizaine d'années, une obsession, encore une fois, mais quasi maladive avec l'islam, bon, c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, ça hérite, et puis bon, on passe à autre chose, on lit peut-être plus la presse francophone parce qu'elle n'est plus très pertinente. On va lire la presse anglo-saxonne. Là, je parle encore d'une élite. La population, elle, c'est plutôt... Elle a maintenant ses propres médias en arabe qui sont locaux, ou bien en arabe, mais qui sont moyen-orientaux. Et il y a pas mal d'autres sources d'information aujourd'hui, ce qui fait que la vision de la France, je crois, c'est devenu moins un fantasme, et moins un modèle ou un idéal. C'est des rapports qui, je trouve, c'est sain, qui se normalisent peut-être un peu, pas au niveau des élites qui sont encore dans ma fascination. Enfin, je parle du Maroc, c'est vraiment... J'ai dans la famille des oncles qui vont dire « Ah, t'as vu ce qui s'est passé quoi? Ah oui, TF1, il y a Balladur qui a dit que Jospin qui a dit truc, ou Héros qui... » Enfin, ils sont déconnectés. Mais je crois que cette tendance-là, cette élite-là est en voie de disparition. Oui, il y a une nouvelle génération qui est beaucoup moins focalisée sur l'obsession avec la France, le modèle français, etc. Donc je crois que ça change. Je crois que c'est une bonne chose parce que des rapports passionnels, je ne sais pas si c'est pas forcément bon dans un couple, c'est peut-être pas très bon non plus en pays, donc autant avoir des rapports un peu plus apaisés. Je crois que c'est peut-être ce qui va venir. Ben, sur ces mots apaisants. Message. Je vais essayer de calmer. Ben, on va clore le débat là, parce que, sauf si quelqu'un voudrait encore ajouter ou dire quelque chose. D'apaisant. Merci à vous d'être venus. Merci à nos intervenants. Merci à